Je donne la parole à son Excellence Augustine Keye Ngafane, ministre des Affaires étrangères du Libéria. Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous transmets les salutations de Son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, qui aurait aimé être avec nous aujourd'hui. Elle aurait dû venir pour s'exprimer devant cette auguste assemblée, mais elle a choisi de rester sur le terrain au Libéria pour mener notre combat contre la mortelle maladie à virus Ebola. Monsieur le Président, le Libéria vous félicite à l'occasion de votre accession aux hautes fonctions de président de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous saluons la hauteur de vue et la sagesse que vous apportez avec vous à ce poste important et nous emplissent de confiance pour le succès de cette 69e session de l'Assemblée générale. N'ayez aucun doute quant à l'entière coopération au plein soutien du Libéria. Nous rendons hommage au secrétaire général Ban Ki-moon pour la façon visionnaire dont il dirige les affaires de cette institution mondiale. Monsieur le Président, alors qu'un an seulement nous sépare de l'échéance fixée pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, le thème de cette 69e session, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après-2015, arrive à point nommé. Le Libéria a reçu de nombreux honneurs lorsque la présidente Sirleaf a été choisie pour être l'un des 3 coprésidents du groupe de haut niveau de personnalités éminentes comptant 27 membres, créé par le secrétaire général en 2012 pour le conseiller sur les contours d'un programme de développement pour l'après-2015 ambitieux mais réaliste. Ce groupe s'est vu confier la tâche de définir les mesures critiques nécessaires pour relancer un partenariat mondial sur la durée. Le rapport de ce groupe appelle à ne laisser personne sur le bas-côté. Et c'est une expression qui a été reprise encore et qui est devenue une source de motivation pour de nombreux acteurs. À l'échelle continentale, notre présidente dirige un comité de haut niveau comprenant 10 personnes, comité de haut niveau des chefs d'État africains qui coordonne la position africaine commune qui a été mise au point et avalisée par les membres de l'Union africaine. La position commune repose sur 6 piliers. La transformation économique, structurelle et la croissance inclusive, la science, la technologie, l'innovation, un développement axé sur la personne humaine, la durabilité environnementale, les ressources naturelles et la gestion des risques de catastrophe, la paix et la sécurité, le financement et le partenariat. Ces piliers représentent le projet de l'Afrique pour éliminer la pauvreté sur le continent. Nous sommes encouragés de constater que ces concepts et ces stratégies font partie intégrante des premiers travaux sur le programme de développement pour l'après-2015. Alors que nous attendons le rapport de synthèse du secrétaire général, je peux vous garantir, Monsieur le Président, que le Libéria continuera de participer de façon active aux négociations. Monsieur le Président, alors que nous passons en revue la situation politique internationale et régionale, nous sommes de plus en plus inquiets face à l'essor des idéologies extrémistes et des activités terroristes dans le monde entier, notamment en Afrique. Prenez Al-Shabaab, Al-Shabaab au Somalie, au Kenya, Al-Qaïda au Maghreb, Boko Haram au Nigeria. Le continent africain n'a pas été épargné par les conséquences dévastatrices et mortelles de l'extrémisme. En outre, au cours des 12 derniers mois, alors que des processus de paix étaient consolidés dans de nombreux pays d'Afrique, nous avons hélas été témoins
de la survenue de nouveaux conflits ou de l'exacerbation d'anciens conflits sur le continent, notamment au Soudan du Sud ou en République centrafricaine. Nous applaudissons les efforts consentis par l'Union africaine et les Nations unies pour résoudre ces conflits. Et nous apportons notre voix à l'appel qui a été lancé pour une action internationale sur la durée afin de faire de ce monde un endroit plus sûr et pacifique. Le Libéria salue le secrétaire général pour son initiative de convoquer la semaine dernière un sommet sur le climat qui a débouché sur des engagements concrets de la part de la communauté mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour prendre d'autres mesures permettant de faire advenir un développement durable. En tant que pays de petite taille et pays qui compte 43% de la couverture forestière des forêts de Guinée restantes, nous sommes fiers d'avoir nous aussi forgé des partenariats et d'avoir pris des engagements concrets visant à étayer les objectifs d'un développement durable respectueux de l'environnement. Les petits pays, à l'instar du Libéria, contribuent moins aux émissions de gaz à effet de serre, mais souffrent de façon disproportionnée des impacts néfastes des changements climatiques. Pour rectifier cette anomalie et pour servir unis le monde qui est le nôtre à tous, nos pays, quelle que soit leur taille, doivent s'engager de façon proportionnelle pour sauver la planète et pour prendre des mesures concrètes afin de joindre l'acte à la parole. Monsieur le Président, voilà un an, lorsque la présidente Sirleaf a pris la parole devant cette auguste assemblée, le message était plus positif. C'était le message d'une présidente qui pouvait faire état de réussites remarquables par le passé et d'aspirations ambitieuses pour l'avenir. La présidente Sirleaf, pleine de gratitude, a fait savoir au monde que le Libéria venait de célébrer une décennie de paix en août 2013 et qu'en dépit de certains défis, le pays continuait d'enregistrer des progrès remarquables sur la voie du développement socio-économique. Ce pays avait effectué une transition alors que l'accent était autrefois mis sur la stabilisation, se concentrait alors sur la transformation dans le cadre d'un programme de développement pour d'un programme de développement baptisé Vision 2030. La présidente a aussi fait savoir à l'Assemblée que le bassin du fleuve Mano, qui comprend le Libéria, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sierra Leone, était enfin en paix et s'était lancé sur la voie de l'intégration régionale à travers des initiatives permettant de faciliter la connectivité dans les systèmes d'électricité de transport, permettant par là même d'encourager le commerce transfrontalier, qui est notamment le domaine des femmes de nos pays. Elle a même dit comment un petit contingent de soldats de maintien de la paix du Libéria, qui aujourd'hui sont encore au Mali, avait contribué aux efforts louables de maintien de la paix de l'ONU, qui avait permis de créer un environnement propice à la stabilité et à la transition démocratique dans ce pays. 12 mois plus tard, alors que je m'exprime devant vous depuis cette auguste tribune, je dois, hélas, vous transmettre un autre message, un message triste. Ces 6 derniers mois, un nuage noir pèse sur le paysage libérien. Plutôt que de parler de croissance économique, nous devons, hélas, parler de déclin économique. La mise en œuvre de presque tous les piliers de notre programme de transformation a été arrêtée et certains progrès pourraient d'ores et déjà avoir été balayés. Plutôt que de nous concentrer sur l'intégration régionale à travers la facilitation de projets dans les domaines de l'énergie ou des transports, nous évoquons aujourd'hui la coopération régionale pour lutter contre un ennemi mortel. Les femmes qui pouvaient autrefois proposer leurs biens et leurs services au-delà des frontières, il y a un an, doivent aujourd'hui rester à l'intérieur des frontières de notre pays et souffrent des conséquences de l'inactivité économique. Monsieur le Président, l'ennemi mortel qui a provoqué tant de douleurs et de misère pour mon pays et les pays voisins est la maladie à virus Ebola, qui a commencé à faire des ravages au Libéria en mars dernier. Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement du Libéria a pris tout un éventail de mesures. Nous avons déclaré l'état d'urgence.
nous avons fermé les écoles et avec l'implication active de toutes les parties prenantes, y compris les éleveurs, les imams, les pasteurs, les chefs, les anciens, les jeunes, les responsables gouvernementaux et les responsables politiques de l'opposition, nous avons lancé une campagne de sensibilisation pour combattre les pratiques culturelles et traditionnelles profondément ancrées dans la société qui constituent un terreau fertile pour la dissémination de la maladie. Nous avons aussi débloqué des ressources significatives pour l'échelle des ressources qui sont à notre disposition pour combattre la maladie et nous continuerons dans cette voie. En dépit de ces efforts étayés par les efforts de nos partenaires, l'Ebola nous a pris 2 vitesses. Il a privé de vie 1800 compatriotes, sur un total de près de 3500 personnes infectées. Les femmes qui représentent la majorité des travailleurs sanitaires et qui sont celles qui fournissent les soins aux autres en majorité dans nos sociétés traditionnelles ont été affectées de façon disproportionnée. Hélas, alors que l'Ebola continue son œuvre néfaste, il crée l'essor d'une population d'orphelins dans le pays entier, dont ce petit garçon de 10 ans à Barkedou, dans le comté de Lofa, le dernier survivant d'une famille de 12 personnes. Nous ne disposions d'ores et déjà pas de nombreux travailleurs sanitaires et cette population s'est encore réduite, car 89 d'entre eux ont été victimes du virus, sur un total de 182 infectés. La panique s'est déclenchée lorsque certains travailleurs sanitaires ont vu leurs collègues mourir de l'Ebola, a provoqué et précipité la fermeture de nombreux centres de soins dans le pays entier. Alors qu'avec de nombreux partenaires internationaux, nous efforçons d'éteindre l'incendie provoqué par l'Ebola, nous n'avons pas suffisamment de ressources, pas suffisamment de temps, pas suffisamment de personnel pour faire face à d'autres maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde ou la rougeole. Et cette situation provoque encore de nombreux décès. De plus en plus de femmes enceintes meurent en donnant la vie. En un mot commençant, notre système de santé publique qui s'était complètement effondré au cours des années de conflits que nous avons connus et qui était en train petit à petit d'être reconstruit, a cédé sous le poids de ce virus mortel. Monsieur le Président, l'Ebola n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise totale. C'est une crise économique, une crise sociale et pourrait même devenir une crise sécuritaire et politique. En réalité, ses conséquences délétères ont été extrêmement profondes et extrêmement larges. Sur le front économique, la crise a provoqué une diminution de 3,4% de la croissance économique au Libéria. Et certains experts estiment que si cette maladie n'est pas rapidement contenue, elle pourrait provoquer une baisse de 12% de notre économie en 2015. Résultat du ralentissement de l'activité économique, nos capacités de création de richesses ont été gravement mises à mal. C'est pourquoi notre capacité à fournir des services sociaux de base est elle aussi très réduite. La suspension des vols, les sanctions ou restrictions touchant les déplacements et d'autres domaines qui ont été imposés au Libéria et d'autres pays touchés, contrairement aux avis des experts de l'OMS et autres, n'ont pas fait que saper les efforts humanitaires visant à juguler rapidement la maladie. Non, ces mesures ont aussi exacerbé les effets économiques néfastes de la crise Ebola. Monsieur le Président, la guerre civile au Libéria est extrêmement destructrice, mais au moins nos citoyens savaient qui étaient les parties au conflit, où étaient les lignes de front. Avec la crise de l'Ebola, l'ennemi est plus insidieux. Il n'y a pas de ligne de front claire. Un enfant, un mari, un collègue pourraient devenir l'ennemi et la ligne de front. Cette caractéristique redoutable de l'Ebola, associée à d'autres défis, explique sa propagation rapide.
Nous nous félicitons de constater qu'à travers des appels distincts et conjoints de la part des chefs d'État du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, envoyés au secrétaire général et aux dirigeants des pays amis et des institutions, la communauté internationale comprend mieux aujourd'hui l'ampleur sans précédent, la magnitude inédite de l'épidémie d'Ebola dans nos pays. Plusieurs chefs d'État et dirigeants demandent aujourd'hui une assistance urgente, revue à la hausse, plus robuste pour aider les pays touchés et montrent l'exemple. Nous sommes pleins de gratitude envers le secrétaire général et d'autres dirigeants mondiaux, car ces quelques dernières semaines, nous avons été témoins d'une série d'événements positifs, d'une évolution qui constitue une revue à la hausse de la riposte internationale. Le président Barack Obama des États-Unis a annoncé que son gouvernement avait décidé de revoir à la hausse l'assistance apportée à notre région, y compris à travers le déploiement de 3000 membres du personnel militaire et médical spécialisé. Le Conseil de sécurité s'est réuni le 18 septembre sous la présidence du président des États-Unis et a adopté la résolution 2177. Résolution qui reconnaît que la crise de l'Ebola représente une menace pour la paix et la sécurité internationale et appelle une riposte internationale vigoureuse et concertée à travers des engagements forts. Cette résolution a aussi appelé les États membres à lever les restrictions concernant les déplacements ou autres domaines imposés contre les pays touchés. Le secrétaire général, le 18 septembre, a annoncé son intention de créer une mission des Nations Unies pour la réaction face au virus Ebola, UNMIR. Cette mission a récemment été avalisée via la résolution 69/1, présentée par le président de l'Assemblée générale et adoptée par l'Assemblée le 19 septembre. L'Union africaine a commencé à déployer des contingents de personnel médical ou autres personnels pertinents venant de toute l'Afrique et convergeant vers le Libéria et d'autres pays touchés. Le secrétaire général a convoqué le 25 septembre une réunion de haut niveau sur l'épidémie Ebola qui a été la scène de l'annonce d'engagement de fonds en matière d'assistance de la part de nombreux pays. Ces preuves de solidarité ont pris de nombreux visages. Et nous remercions toutes les personnes qui viennent à notre secours, mais nous ne devons pas nous montrer trop satisfaits, car cela ne fait aucun doute. Nous n'avons pas encore atteint le niveau recommandé par les experts pour juguler la maladie. Ils avaient demandé que la réaction soit 20 fois plus forte. En outre, alors que nous sommes aux prises avec la première guerre qui constitue à empêcher la chaîne de transmission de l'Ebola, nous devons nous préparer à livrer la deuxième guerre, faire face aux impacts à plus long terme de la crise de l'Ebola, construire un nouveau système de santé notamment, le doter de capacités pour qu'il puisse gérer de façon efficace tout nouveau défi en matière de santé, revoir à la hausse les ressources débloquées pour relever les défis socio-économiques, politiques et sécuritaires ou autres qui sont rendus plus dangereux par la présence de l'Ebola. Nous saluons aussi l'appui sans faille de la mission des Nations Unies au Libéria qui nous a permis de jouir de la paix pendant 10 ans. La présence de la MINUL au Libéria, notamment lorsque nous étions, hélas, isolés, a permis à notre peuple d'avoir davantage de confiance, à créer un climat de sécurité, nous permettant de nous attaquer à certains des défis complexes de la crise Ebola. C'est pourquoi la présence de la MINUL au Libéria à l'avenir sera critique pour permettre dans mon pays la transition après cette crise que nous connaissons aujourd'hui et la reprise de la mise en œuvre de stratégies permettant la réalisation de notre programme de développement sur le long cours. Monsieur le Président, le virus Ebola est un ennemi difficile à combattre. Par le passé, il a mis en échec nos efforts collectifs. C'est pourquoi certains experts
estime aujourd'hui que si le scénario du pire s'avère, 1,4 million de personnes pourraient perdre la vie dans notre pays d'ici à janvier 2015. Malgré le pessimisme ambiant aujourd'hui, et alors que les Libériens se demandent « Est-ce que ma femme, mon mari, mon enfant, mon ami ou mon collègue, est-ce que je pourrais devenir un de ces 1,4 million de morts que l'on prévoit ?» Nous ne voulons pas nous enfoncer dans le défaitisme. La présidente Sirleaf, ainsi que le peuple résilient du Libéria, estiment plutôt que l'épidémie d'Ebola nous a donné une chance de répondre comme il faut. Nous devons riposter, et c'est ce que nous faisons. Comme l'a dit la présidente Sirleaf, à juste titre, je cite, « J'ai foi dans le peuple libérian. Je crois que nous sommes plus forts que les menaces les plus redoutables auxquelles nous heurtons aujourd'hui, et je crois que nous l'emporterons. Nous n'avons pas été vaincus par la guerre. Nous n'avons pas été vaincus par la destruction totale de notre économie, le plus grand effondrement économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous ne serons pas vaincus par le virus Ebola. » Fin de citation. Monsieur le Président, nous savons que la route qui nous attend sera longue, sinueuse, semée d'obstacles. Mais si nous faisons des efforts plus importants, plus audacieux, en temps et en heure, sur la durée, si nous avons l'aide de la communauté internationale, je suis sûre que bientôt nous apercevrons la lumière au bout de ce tunnel si long, noir comme la nuit, qu'a créé pour nous le virus Ebola. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Libéria.